Bismillahirrahmanirrahim. Je remercie tous ceux qui vont assister à cette visioconférence et j'aurais souhaité être parmi vous, mais compte tenu des engagements antérieurs, on va le faire sous forme de vidéo et je me fais un plaisir de vous répondre si le temps nous permettra. Voilà, c'est le 14 novembre, c'est la journée mondiale du diabète, la célébration de la journée mondiale, et bien sûr, vous savez que cette journée mondiale du diabète, c'est l'occasion de la découverte de l'insuline. Et maintenant, depuis quelques années, chaque pays célèbre à sa façon en essayant de mettre en œuvre des actions qui vont aller dans la sensibilisation, le dépistage, des actions en faveur des patients vivant avec leur diabète, qu'il s'agit de diabétiques de type 1 ou de type 2, et ces actions sont mondialement, bien sûr, intégrées dans le programme de la Fédération internationale du diabète. Cette année, le thème de la journée mondiale du diabète, c'est l'accès aux soins, et cet accès aux soins, il devrait être pour tout le monde. Et d'ailleurs, la question qui se pose, c'est si c'est pas maintenant, c'est pour quand? C'est cet accès aux soins dont devraient bénéficier tous les patients vivant avec leur diabète. Le 6 décembre, Inch'Allah, vous aurez la 10e édition de l'Atlas du diabète de la Fédération internationale du diabète. Et cet atlas mettra en évidence les principales conclusions. La première, c'est qu'il y a actuellement 737 millions de patients qui vivent avec le diabète et ça représente à peu près un adulte sur 10. Plus de 4 personnes sur 5, ce qui représente à peu près 81%, vivent dans les pays en voie de développement, parce qu'en fait dans ces pays-là on a des mesures hygiéno-diététiques qui ne sont pas respectées, donc il n'y a pas d'activité physique, il y a très peu de marche et puis les gens mangent très mal, donc il y a un environnement qui a changé et la malbouffe conditionne tous ces pays-là. Bien sûr, le degré d'instruction sanitaire est important. Et quand on n'est pas conscient du danger de la malbouffe, de l'alimentation riche en graisse, en calories, en sucre, on devient vite obèse et l'obésité fait l'élu, bien sûr, du diabète. Et d'ailleurs, quand on parle du diabète, le diabète est l'apanage des minorités, minorités ethniques dans les pays riches et c'est les riches des pays pauvres. Le troisième élément qui a été ressorti par la Fédération internationale du diabète, c'est que un diabétique sur 2 pratiquement n'est pas diagnostiqué. Donc là, c'est le rôle des médecins de faire beaucoup de dépistage et je reviendrai à la fin pour vous montrer un test de dépistage sur le net. Et puis enfin, les dépenses occasionnées par la santé sont très importantes, notamment sur le plan mondial, 966 milliards de dollars en 2021. Et puis cela représente une augmentation de 316% au cours des 15 dernières années. Et là, vous voyez le dernier chiffre ici, en fait, c'est 6,7 millions de décès liés au diabète, alors qu'on était il y a quelques années à 5 millions de décès par année. Concernant les patients diabétiques dans le monde, on est passé à 6,7%. Le deuxième élément à montrer lors de la célébration de la journée mondiale du diabète, c'est rappeler les complications chroniques du diabète. C'est tout l'intérêt d'insister sur l'équilibre glycémique et la prise en charge des chiffres tensionnels, des lipides, la baisse de poids et toutes ces mesures hygiéno-diététiques chez les patients et bien sûr l'éducation thérapeutique. Donc la rétinopathie diabétique, les maladies dentaires, surtout les parontodites, il faut un examen dentaire selon les recommandations une fois par année. Et les parontodites sont à l'origine de déséquilibres très importants des patients diabétiques.
et le déséquilibre glycémique, cet insecte vicieux permet ces parodontites, ces infections gingivales, etc. La grossesse, soit qu'il s'agisse de diabète gestationnel ou de grossesse diabétique, donc c'est un souci particulier parce qu'il peut y avoir des morbidités fœto-maternelles, soit mécaniques liées à la dystocie des épaules, soit des hypoglycémies postnatales, soit des détresses respiratoires, soit des morts in utero, etc. Et puis la médaille d'or, c'est les maladies cardiovasculaires et les complications cardiovasculaires, c'est ce que représente la première mortalité chez les patients diabétiques. Et enfin, la maladie rénale diabétique, qui représente soit l'albuminurie, soit la baisse de la clairance de la créatinine. Et quand vous parlez de néphropathie diabétique, c'est la néphropathie de Kim-Stead et Wilson, donc spécifique, l'atteinte glomérulaire spécifique du diabète. Quand vous parlez de maladie rénale diabétique, c'est soit l'augmentation de l'albuminurie, soit la baisse du débit de filtration glomérulaire, soit les deux. Et on n'oublie pas les complications neurologiques et toutes les complications du pied diabétique, ou qu'on appelle maintenant le syndrome du pied diabétique, qui partage la neuropathie, l'artériopathie, la microangiopathie diabétique, et qui reste un grand souci. Donc un guide du pied diabétique a été élaboré avec des experts et dont j'ai eu l'honneur de participer, et avec le ministère de la Santé. Et donc ce guide c'est surtout tracé, rappeler les principales choses à faire pour dépister un diabète, pour suivre un diabète, et quel est le circuit que doit suivre un patient de l'hospitalisation jusqu'à sa sortie. On rappelle lors de cette journée qu'il y a l'essentiel, c'est deux types de diabète. Le diabète de type 1, qui représente 5 à 10% de l'ensemble des diabétiques, et dans lequel on retrouve essentiellement des anticorps anti-insuline, anti-GAD, anti-îlot de Langerhans. On peut ne pas les retrouver dans certaines situations également. Et puis vous avez le diabète de type 2 qui représente 90 à 95% des diabètes, et celui-ci est le plus important et dû essentiellement au manque d'activité physique, à une malbouffe, à une nutrition malsaine, à la surcharge pondérale, à l'obésité et à la présence d'antécédents familiaux de diabète. Mais souvent, ces facteurs de risque s'additionnent entre eux, ce qui multiplie le risque énormément. Donc avant, on avait diabète type 1 chez les jeunes, moins de 15 ans jusqu'à 20 ans, etc. Et on avait diabète type 2 à partir de 30-35 ans, 45 ans dans les pays développés, les pays riches, mais chez nous, dans les pays émergents, il vaut mieux le rechercher à partir de 30 ans. Mais maintenant, compte tenu de l'installation de l'obésité chez les enfants, à partir de 10 ans, un enfant obèse qui a plus de 10 ans, et s'il a d'autres facteurs de risque, par exemple antécédents familiaux, diabète gestationnel chez la maman, syndrome acanthosis nigricans, on doit rechercher ce type de diabète chez l'enfant à partir de 10 ans en cas d'obésité et la présence d'au moins un des facteurs de risque du diabète de type 2. Donc, je vous l'ai dit, c'est 537 millions de diabétiques dans le monde en 2021 qui vont augmenter d'une manière exponentielle. Mais ce qui est important à savoir, c'est essentiellement le nombre de diabétiques qui va intéresser l'Afrique, la progression africaine et la progression du Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. Et nous sommes concernés par cette progression. Vous allez voir que ce n'est pas du tout loin des prévisions qu'on a déjà réalisées. Regardez le nombre de patients qui vont atteindre d'ici 2045, qui vont être touchés par le diabète, 136 millions, avec une progression de 87%, et nous sommes concernés par cette progression. En Afrique également, cette augmentation va toucher à peu près 55 millions, donc il y aura 55 millions de diabétiques en Afrique, d'où une augmentation de 133%. Les autres continents, tels que l'Europe, ne sont pas du tout, il n'y aura que 10 à 15% de progression. Pourquoi? Parce qu'il y a un programme de prévention qui est installé
Il y a une sensibilisation à l'insuline, à l'activité physique, à la malbouffe, etc., qui fait que on a beaucoup moins de progression de diabète dans les pays développés. Les nouveaux chiffres, vous êtes déjà au courant de ces nouveaux chiffres depuis un certain nombre, depuis au moins 3 ans, c'est 14,4% de diabète entre 18 et 69 ans, donc 14% chez les hommes et 14,9%. Je vous rappelle également que l'obésité chez les hommes c'est 14%, chez les femmes c'est 30%, donc c'est un chiffre également alarmant. Et regardez, comme je vous l'ai dit au départ, en 2003, sur l'enquête que j'ai réalisée dans la Wilayat Sétif, on avait 8,9%, le même chiffre qui avait été retrouvé par l'étude Stepwise qui a été réalisée à Sétif et Mostaganem. Et après 15 ans, la même étude Stepwise OMS, 14,4%, ce qui nous fait une progression de 80%, souvenez-vous de la progression des projections de l'IDF qui se situe à 87%, donc on est tout à fait dans cette progression du diabète. Et si on ne fait rien sur le modèle de la prévention, on risque donc d'arriver à ces chiffres alarmants, c'est-à-dire que les 14% actuellement vont passer à plus 80%, donc vont passer à peu près à 26-27%. Et du coup, donc, on revient maintenant à la journée mondiale, à la célébration de la journée mondiale 2021. Et dans cette journée mondiale, donc, il y a les composants fondamentaux de la prise en charge du diabète qui incluent forcément l'accès à l'insuline. Dieu merci, en Algérie, on a donc l'accès à l'insuline ne pose aucun problème. Dans certains pays africains, il risque d'avoir des problèmes pour certains pays qui restent dépendants des donations, et il y a toujours des diabétiques dans certains pays d'Afrique qui meurent par le diabète de type 1. L'accès aux antidiabétiques oraux, donc là aussi ça va, mais on aurait besoin d'un supplément pour les nouvelles classes thérapeutiques qui arrangeraient un certain nombre de patients diabétiques. L'accès à l'autosurveillance glycémique, donc ça aussi, ça reste un petit souci parce qu'en fait, on n'a que l'autosurveillance glycémique classique, traditionnelle. On n'a pas la mesure continue de glucose représentée par les flash monitoring de glucose. C'est des FaceTime qui permettent une mesure continue indépendante et qui permet aux patients de se suivre durant toute la journée avec un nombre inconditionnel de glycémie et qui permet également d'accéder à ce fameux timing, c'est-à-dire la fourchette ou la fourchette dans laquelle doit être un patient entre 0,70 et 1,80 g, et ça permet de relater les excursions glycémiques. Donc on a vraiment besoin de cet outil, du moins surtout pour les patients diabétiques de type 1, certains diabétiques de type 2, la femme enceinte, etc. Le quatrième point, c'est l'accès à l'éducation et au support psychologique. Donc l'éducation, c'est l'éducation thérapeutique, évidemment. L'éducation thérapeutique dans le diabète, avec toutes les formations qui rendent le patient donc tout à fait autonome. Le support psychologique en passant par la discrimination de certains patients diabétiques de type 1, par exemple à l'école, les hypoglycémies dont personne ne veut toucher, alors que c'est tout le monde qui est concerné par l'hypoglycémie, la femme en Algérie, etc. Donc tout ça peut poser un problème sur le plan psychologique et il y a une grande discrimination, notamment chez les femmes, peut-être dans le travail également, beaucoup de diabétiques cachent leur diabète. Et puis l'accès à une alimentation saine et la place de l'exercice physique ou l'activité physique. Donc ça, c'est tout le monde. Pour faire de l'exercice ou de l'activité, pour marcher, il faut que l'urbanisme s'y mette, il faudrait qu'il y ait des trottoirs convenables, il faut qu'il y ait des terrains, il faut qu'il y ait des piscines, il faut qu'il y ait beaucoup de salles d'activité physique et bien sûr à la portée de tous les patients. Et l'idéal, comme le font beaucoup de pays, c'est d'avoir par quartier des lieux où les gens peuvent faire de l'activité ou des plateaux sur lesquels les gens peuvent marcher dehors en toute quiétude.
l'alimentation saine, c'est tout ce qui entoure l'alimentation saine, c'est donc déjà les lois qui permettent de réduire la teneur en sucre des aliments, le contrôle de l'étiquetage dans l'industrie alimentaire, la surveillance de l'industrie alimentaire et surtout de la publicité mensongère et donc toutes ces publicités qui incitent les patients à manger plus et à prendre plus de boissons sucrées, etc. Et surtout à apprendre aux patients à manger sainement avant le diabète pour éviter le passage au diabète et pendant le diabète pour ne pas déséquilibrer leur diabète. Évidemment, on revient à un point essentiel. Vous savez très bien que les patients diabétiques sont vulnérables avec l'infection Covid-19. Il faut tout simplement leur expliquer qu'ils ont à respecter les moyens de prévention, le port de masque et le lavage des mains ou l'utilisation du gel. C'est comme tout le monde, il n'y a pas de différence entre diabétiques et population générale. Mais si jamais les patients sont touchés par le diabète, et d'ailleurs le grand pourcentage de décès, c'est les patients diabétiques, ils auront une sévérité de la Covid. Et pourquoi? Parce qu'en fait, et la Covid-19 et le diabète retrouvent des conséquences communes, notamment dans l'augmentation de la coagulabilité, notamment dans l'installation rapide d'une insuffisance rénale aiguë, la déshydratation, etc., l'immunodépression et tout ça fait que les deux ne font pas bon ménage. Donc il vaut mieux, pour prévenir tout ça, que les patients soient vaccinés. Vous savez très bien que les études ont démontré que les patients qui étaient vaccinés faisaient moins, en cas de récidive ou de réinfection, moins d'hospitalisation, moins d'accès aux soins intensifs et moins de mortalité. Donc il faut à tout prix que les patients qui ont été vaccinés, je sais qu'il y en a pas mal, il faut qu'ils fassent la troisième dose, et ceux qui ne l'ont pas été, il faut qu'ils le fassent rapidement avant et maintenant. C'est le moment de le faire, donc vous avez un grand travail à faire chez vos patients. Maintenant, l'accès aux soins, le slogan de la journée mondiale, c'est si ce n'est pas maintenant, c'est quand. Donc il faut absolument que les patients ont accès aux soins, aux consultations. Il ne faut pas qu'il y ait une différence entre les grandes villes, les douars, les communes, les daïras, etc. Il faut apporter des soins, il faut apporter un soutien aux personnes et les entendre et les écouter. Deuxièmement, les personnes atteintes de diabète ont besoin d'une éducation thérapeutique, comme je vous l'ai dit dans les 5 premières introductions. C'est que l'éducation doit à tout prix être donc dédiée aux patients diabétiques, et quel que soit le moyen que vous allez utiliser, face-to-face, en direct, en consultation, par le médecin, par l'éducateur, par le pharmacien, par le paramédical. L'essentiel que ces gens qui sont formés à l'éducation le fassent dans de bonnes conditions. Il y a aussi les personnes qui sont atteintes du risque du diabète doivent accès à une alimentation saine. C'est toute la communication qui doit se faire, comme je vous l'ai dit, à travers l'industrie alimentaire, à travers la restauration rapide, etc. On a également l'autosurveillance glycémique qui doit à tout prix être à la portée de tous les patients diabétiques et selon leurs besoins. Les types 1 ont besoin de 4 à 6 glycémies par jour au moins, les types 2, selon le traitement, metformine 2 par semaine, sulfamide 10 fois par jour au moins, et bien sûr, injection d'insuline, 1, 2, 3, en fonction du nombre d'injections, vous augmentez le nombre de bandelettes, et évidemment, en cas d'hypoglycémie, en cas de malaise, etc. Donc il faut absolument que les médecins soient toujours en rapport avec les médecins de la classe. De nombreuses personnes atteintes du diabète ont besoin de médicaments administrés par voie orale, donc c'est la disponibilité et le remboursement des médicaments en fonction de l'expertise et du ministère de la Santé et de l'industrie pharmaceutique et de la classe. Il y a cette évolution dans le temps, on a 100 ans d'évolution dans le suivi du diabète depuis 1924 à ce jour, et on a un développement de la technologie, et je vous ai déjà parlé de l'autosurveillance glycémique et de la surveillance continue à travers cet outil qui doit être absolument disponible pour les patients diabétiques de type 1 et un certain nombre de diabétiques de type 2 et la femme enceinte. Il est coûteux, donc il doit être
commercialisé en Algérie, bien sûr remboursé pour une certaine catégorie de patients, surtout ceux aussi qui ne ressentent pas des signes d'hypoglycémie, etc. Et bon, l'hommage revient, le mérite revient à tous ces gens qui ont travaillé, qui ont eu des prix Nobel depuis la découverte de l'insuline jusqu'à ce jour. Et évidemment, on n'oublie pas tous ceux qui contribuent favorablement à la prise en charge du diabète, tous ceux qui organisent des journées comme vous le faites maintenant lors de la célébration. Tout le mérite revient à ces gens qui s'occupent des patients, qui s'occupent des médecins, qui s'occupent des paramédicaux et qui permettent donc une amélioration des connaissances du diabète, soit chez la famille, soit chez les patients, soit chez les médecins ou tous les professionnels de la santé. Donc je vous ai parlé du dépistage. Donc maintenant l'IDF a mis à votre portée un test de dépistage du diabète. Donc c'est très simple, vous rentrez sur le site de l'idf.org et vous tapez test et vous aurez donc le test. Il est disponible en anglais, en français et en espagnol. Donc vous mettez l'âge, vous pointez sur l'âge que vous avez. Ensuite vous mettez l'indice de masse corporelle, vous mettez votre taille en centimètres, votre poids. Et ensuite, en fonction du résultat, vous mettez moins 35, entre 25 et 30 ou plus de 30. Ensuite, vous mettez votre truc de taille chez l'homme et chez la femme. Est-ce que vous pratiquez 30 minutes d'exercice physique par jour, oui ou non? La fréquence de consommation des légumes, chaque jour ou pas chaque jour. Est-ce que vous prenez des anti-hypoglycémiants? Non, oui. Des antihypertenseurs, excusez-moi, c'est pour voir si vous êtes hypertendu, c'est un facteur de risque du diabète. Avez-vous déjà eu des hyperglycémies occasionnellement, etc., oui ou non? Et puis enfin, certains membres de votre famille ont-ils souffert déjà de diabète? Oui ou non? C'est le premier degré, les grands-parents, le père, la mère, les frères et sœurs. Et ensuite, on vous donne un score et on vous dira si vous êtes à haut risque, à moyen risque ou à faible risque. Et si vous êtes à moyen risque, à haut risque, vous devez réaliser une glycémie. Sinon, si vous êtes à faible risque, vous ne faites absolument rien. Et je vous remercie pour votre attention.